L'idée cet après-midi, c'est de d'essayer de réfléchir ensemble sur comment on élabore un outil de mesure. Alors, Philippe sera plus là pour la théorie, et puis moi je vais essayer, à travers ma petite expérience de bébé chercheuse, d'apprenti chercheuse, de donner des exemples un peu concrets de l'expérience, la petite expérience de recherche. Moi, je suis Philippe Gerfer, je suis hospitalier universitaire de santé publique, et donc je suis mis à disposition du GRC Merci. pour déposer des projets. C'est comme ça qu'on rencontrait. Alors, on va vous faire un panorama forcément un petit peu rapide, globalement de ce que c'est la problématique autour d'une mesure, et on insistera plus sur effectivement les mesures des caractéristiques subjectives des individus, donc qui tournent autour des questionnaires, des échelles, etc. Mais on ne fera qu'effleurer le sujet. Alors, bien évidemment, vous n'hésitez pas à poser des questions, hein, comme disait Julien, il n'y a pas de questions bêtes, les seules questions bêtes, c'est celles qu'on ne pose pas. Voilà. Donc, à quoi sert une mesure, hein? Globalement, c'est pour situer un objet, un individu dans un certain spectre de valeurs. Ça peut être par rapport à lui-même, est-ce qu'il a changé, ça peut être par rapport aux autres, hein, est-ce qu'il se distingue des autres. Et on a besoin de ça, en règle générale, avant de prendre une décision, qui peut être une décision de classement diagnostique, de prise en charge thérapeutique, d'évaluation du suivi, etc. Donc ça se pose assez souvent, même très souvent dans le cadre du contexte de soins, mais là, à ce moment-là, la problématique, c'est peut-être plus celle de choisir le bon outil de mesure. Et puis, dans un contexte de recherche, on peut soit effectivement, de nouveau, utiliser un outil de mesure, par exemple, comme critère de sélection, ou comme critère de jugement, c'est-à-dire comme critère d'efficacité de l'intervention de recherche, mais la recherche peut elle-même porter sur le développement d'un outil de mesure, et donc on avait la volonté exprimée au fond de la salle de développer un questionnaire. Voilà. Alors, juste à titre d'illustration, tout se mesure, voilà, c'est plus ou moins appétissant, hein, mais même les reliquats, c'est pas des produits de santé, mais même ces reliquats-là, ça se mesure avec une échelle qui permet un petit peu de standardiser l'estimation du réel et de savoir à peu près de quoi on parle, sans que ça soit trop dépendant de l'observateur. Alors, il y a même des trucs pires qu'on été... enfin bon, on va rester poli, donc je ne vais pas vous en parler. Alors, la difficulté, je vais te céder la parole, c'est comment interpréter le résultat qui peut être des fois conforme à ce qu'on attendait, mais il faut vérifier par hasard quand même si c'est pas une erreur, hein, mais quand c'est conforme à ce qu'on attend, il y a une espèce de biais cognitif qui fait qu'on a tendance à considérer que c'est juste. Et quand c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, on se dit tiens, pourquoi c'est différent? Alors, il y a plein de raisons possibles. Là, on en a cité quelques-unes, mais qui ne sont pas exhaustives. Il y a l'effet retest, c'est-à-dire que si vous proposez un outil de mesure au début de votre intervention et puis que cet outil de mesure, vous le reproposez un certain nombre de fois pendant votre protocole, ben, possiblement, suivant comment il a été élaboré, ce serait possible qu'il y ait un effet d'apprentissage, de retest. Je donne un exemple de ce que je connais. Je travaille auprès d'enfants avec des troubles des fonctions exécutives. Par essence, les fonctions exécutives, c'est comment on se débrouille quand on est face à une situation nouvelle d'apprentissage, un problème qui est nouveau. Comment tester ces fonctions exécutives? Ben, si on propose à chaque fois le même test, il y aura plus cet effet nouveauté. Donc, est-ce qu'on teste vraiment les troubles des fonctions exécutives, les fonctions exécutives à ce moment-là? Pas sûr. On peut aussi se dire que les résultats ils peuvent être faussés par l'effet de la récupération spontanée. On sait dans certaines pathologies que plus on avance dans le temps, plus on s'améliore de manière spontanée. L'effet développemental aussi, quand on travaille chez les enfants, le fait de grandir tout simplement, on acquiert
des habiletés qui n'étaient peut-être pas là au début du protocole. L'effet prise en charge, accompagnement, rien que le fait de se sentir accompagné dans une démarche, eh bien c'est possiblement aussi quelque chose qui peut fausser les résultats. L'effet du charisme du thérapeute, hein, voilà, avoir aussi l'impression d'avoir une oreille attentive, un professionnel qui maîtrise son sujet, ben ça peut aussi être source de résultats interprétés de manière un peu erronée. L'effet nouveauté. Quand vous êtes en rééducation, par exemple, depuis longtemps, et puis qu'on vous propose quelque chose de nouveau, eh bien, voilà, ça peut aussi relancer la motivation, comme l'effet attente, un peu, voilà, c'est lié. L'effet centre, le fait de se sentir être dans un lieu, d'être accompagné par une équipe, d'avoir moi, je travaille aux hôpitaux de Saint-Maurice, c'est assez réputé dans le suivi des enfants paralysés cérébraux, des enfants avec lésions acquises. Il y a beaucoup de personnes assez éminentes qui travaillent dans le service, donc on a eu aussi une certaine aura qui fait que ça pourrait être source de confusion. L'effet de désirabilité sociale, alors je maîtrise un peu moins le sujet, mais c'est le fait de se montrer sur son meilleur angle, son meilleur jour, donc et vouloir faire de son mieux, et puis en même temps de passer peut-être un peu sous silence les choses qui sont plus compliquées pour soi. Et le dernier, l'effet, je ne sais pas le prononcer, celui-là, Antorn, voilà, c'est le fait que les résultats ne soient pas liés à l'accompagnement en lui-même, mais que ça soit l'effet de la motivation aussi de la personne qui fait partie de l'étude, donc rien que le fait de sentir épaulé, enfin de faire partie d'une recherche, et bien ça peut aussi jouer sur les résultats. Donc tout ça, et encore la liste n'est pas exhaustive. Est-ce que finalement ça va nous donner des résultats qui vont être cliniquement pertinents et intéressants? Pas sûr. D'où l'enjeu de trouver des outils qui, dans la mesure du possible, évitent tous ces biais. Donc là, c'est l'exemple dans le cadre de l'évaluation thérapeutique. Hein. Le but de la thérapeutique, c'est de faire passer d'un état pas terrible à un état supposé meilleur. Hein. Bon, ça suppose déjà un critère de mesure de l'état de santé. Et vous savez qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire évoluer le sujet. L'évolution spontanée de la maladie, l'évolution de l'environnement, que ce soit l'environnement technique, socio-culturel, politique, etc. Bien sûr, toute cette évolution va varier selon les sujets, puisqu'on n'est pas tous les mêmes. Cet effet-là qui va jouer plus. Et donc, dans le cadre des essais thérapeutiques, le but, c'est de contrôler tous les facteurs perturbants d'évolution spontanée, d'évolution environnementale, d'erreurs de mesure, en choisissant bien sûr les meilleurs instruments, pour essayer d'isoler cet effet thérapeutique qui est l'effet intéressant. Hein. Donc, l'avantage, en gros, des essais thérapeutiques, c'est qu'on est dans un cadre expérimental qui permet de contrôler pas mal de choses. Ce qui n'est pas souvent le cas lorsqu'on fait des études observationnelles, mais on rencontre les mêmes problèmes de validité et de fiabilité de l'outil de mesure. Voilà. C'est bon? Pas de questions? Bon. Alors, j'ai parlé d'essais thérapeutiques et vous savez, par exemple, pour les médicaments, il y a plusieurs phases d'évaluation chez l'homme. Eh bien, dans le cadre, par exemple, des méthodes, des outils de mesure à visée diagnostique, il y a aussi plusieurs phases d'évaluation. Et là, on va se concentrer sur la première phase, qui est en fait d'évaluer les qualités, on va dire, techniques de l'outil de mesure par rapport à ce qu'il est censé mesurer, par rapport à la quantité qu'il est censé mesurer, la caractéristique qu'il est censé mesurer. Ce qui est bien sûr relativement simple quand la caractéristique qui nous intéresse est directement observable, directement mesurable, hein, une taille, un poids, tout ça, c'est assez facile. C'est plus complexe quand la caractéristique, c'est une caractéristique interne du sujet, donc on va appeler subjective, que ça soit un ressenti du patient, pour faire simple, ou éventuellement que ça soit l'interprétation du thérapeute. Hein, ça aussi, c'est du subjectif. Voilà. Et les étapes d'après, que je vous montre simplement, on va dire, à titre systématique, qui suivrait cette qualité technique propre, ce serait de voir l'intérêt pour le diagnostic, de faire de la séparation entre différentes
hypothèse de maladie. Si ça fonctionne, eh bien de voir est-ce que ça fonctionne mieux ou moins bien que les outils dont on dispose actuellement dans la panoplie diagnostique pour classer notre patient et donc identifier son problème de santé. Est-ce que ça change éventuellement ultérieurement son devenir, c'est-à-dire sa prise en charge, avec donc un résultat en termes thérapeutiques et pronostiques. Et puis, dernière étape, est-ce que c'est extensible ou plutôt généralisable à la population? Et donc là, on va se poser des questions qui seront peut-être un peu plus sous la forme de l'efficience, c'est-à-dire quel est le rapport coût-bénéfice de l'outil qu'on a développé. Voilà. Et bien sûr, on va se concentrer ici sur cette partie. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, hein, donc la première phase, c'est ce qu'on appelle les qualités métrologiques. D'accord. Donc, c'est est-ce que la mesure fonctionne bien, hein, est-ce qu'elle mesure bien ce qu'elle est censée mesurer? Alors, ça peut être tout type d'outils, un questionnaire, une palpation du foie, une prise de pression artérielle, un dosage biologique. Voilà. Globalement, ce qu'on veut apprécier, c'est le rapport signal sur bruit. Le bruit, c'est tout ce qui vient perturber l'appréciation du phénomène qui nous intéresse. Voilà. Une partie de ce bruit, c'est du bruit aléatoire, c'est-à-dire indépendant du signal. Mais parfois, dans le bruit, il y a aussi ce qu'on appelle des biais, qui sont des erreurs systématiques. Par exemple, si vous posiez les enfants, des nouveau-nés, systématiquement en n'enlevant pas la couche, vous voyez bien que vous feriez un biais, une surestimation du poids, d'une nature éventuellement variable selon le contenu de la couche, hein, enfin quand même, bon, on voit bien dans quel sens sera le mieux. Donc bien sûr, il faut avoir un outil qui techniquement soit le plus propre, le plus fiable possible pour maximiser le signal par rapport au mieux. Et ça, c'est la construction de l'outil qui fait ça. Si vous regardez, je pense que vous avez tous une chaîne IFI ou quelque chose qui ressemble à ça, dans les caractéristiques, il y a ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire en quoi le signal musical se distingue du sifflement lié à l'électronique qui chauffe, etc., etc. Donc si vous avez des mauvais composants, il va y avoir beaucoup de parasites, vous n'allez pas distinguer le signal. Bah, c'est un petit peu la même problématique. On veut bien sûr que l'outil soit le plus sensible possible, apte à détecter des petites variations du phénomène physique auquel on s'intéresse. Donc là, j'ai un micro, si je parle tout doucement, est-ce qu'il va capter ou pas? C'est le problème de la sensibilité. Et l'autre problème, c'est le problème de la spécificité. Est-ce que le micro ne réagit qu'à ma voix, c'est-à-dire qu'au son? Et le son, vous savez que c'est une vibration, un changement de pression de l'air. Hein. Mais en fait, tel que sont faits les micros, dedans il y a un petit aimant, donc si j'approche un autre aimant du micro, ça va se mettre à bourdonner. Donc, vous voyez qu'il n'est pas spécifique de la pulsation de l'air. Voilà. Est-ce qu'il transmet une valeur qui est proche de la vraie valeur? Alors, ça suppose bien sûr qu'on ait un étalon qui nous dit, ben voilà, comme le maître étalon au pavillon de Breteuil-à-Sèvres, hein, en platine irradiée, c'était le maître officiel pendant longtemps. Donc on pouvait se comparer au maître étalon et regarder si on était près ou loin de la distance théorique. Est-ce qu'on est précis? Donc là, c'est le problème de la variabilité. Est-ce que je retrouve toujours la même valeur quand je mesure le même objet, dans les mêmes conditions? Est-ce que c'est fidèle? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est globalement sensible, au contraire robuste vis-à-vis des conditions de passation? Je reprends l'exemple de la pression artérielle. Si c'est moi qui prends la pression artérielle, ça ne va pas être terrible. Hein. Vous êtes des professionnels qui avez plus l'habitude de ça. Donc, vraisemblablement, d'une mesure à l'autre, vous allez à peu près toujours trouver le même résultat. Et entre professionnels de même formation, on va toujours également trouver le même résultat. Et puis, est-ce que le processus est stable dans le temps ou pas? Donc là, c'est peut-être plus une problématique pour les appareils de type analyseur biologique, hein, qui de temps en temps dérivent un petit peu. Et donc, on les réétalonne régulièrement en faisant passer des échantillons dans lesquels on sait qu'il y a, par construction, je sais pas, 1 gramme de sucre ou 1 gramme de je sais pas quoi, etc. Donc, tout ça va définir le caractère valide de la procédure de mesure. Après, c'est pas parce que c'est valide, on va dire dans l'absolu, que c'est forcément pertinent, hein, parce que ça dépend de la situation, on va dire, de soins ou de recherche dans laquelle on se trouve. Il y a des outils, par exemple des questionnaires qui sont bien pour faire du repérage,
mais qui ne sont pas assez fins, assez précis pour faire du suivi thérapeutique. Donc, il n'y a pas de pertinence universelle. Voilà. Ça rentre aussi dans le choix de l'outil, hein, quel est le contexte dans lequel je me situe. Est-ce que je suis dans un contexte de repérage? Est-ce que je suis dans un contexte de prise en charge, etc. etc. Voilà. Et puis, deuxième question qui a un petit peu structuré notre présentation, c'est est-ce que je suis dans la conception ou l'utilisation d'un outil à usage collectif, donc qui doit servir pour un grand nombre d'individus, ou au contraire dans une démarche très individualisée, ce que va vous présenter Hélène. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ignorer les problèmes de coût, hein, qui sont soit des coûts effectivement en espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi du coût en formation, en désagrément, ou on va dire en risque éventuel pour le patient. Et tout ça, je mets dans la leçon. Donc, deux caractéristiques un peu fondamentales. Hein. L'exactitude, c'est le fait qu'on obtient la vraie valeur. Voilà. Classiquement, on représente ça par le fait que vous avez une cible et la flèche arrive exactement au centre de la cible. Donc là, vous êtes exact. Voilà. Alors après, vous pourriez être à peu près exact en moyenne. Et c'est notamment pour ça que dans beaucoup de procédures, on vous recommande de répéter la mesure. Donc je me rappelle, la pression artérielle, on ne l'apprend pas qu'une fois. Et vous pourriez être, au contraire, décalé, ce qu'on va appeler biaisé. Voilà. Vous avez oublié, je ne sais pas quoi, d'enlever la couche du nouveau-né, d'attendre que le patient se repose avant de prendre la pression artérielle, ou des choses comme ça. Alors, il y a des procédures expérimentales donc, pour mesurer l'exactitude, et toutes, en fait, reviennent à se comparer à ce qui serait une référence, un échantillon étalon. Des fois, ça existe. Hein. Je reprends l'exemple du mètre étalon en platine. Mais des fois, ça n'existe pas. Donc, on va se comparer à la meilleure méthode connue. Par exemple, on va essayer de voir si l'échographie fait aussi bien que le scanner. Un exemple idiot, hein, comme toujours. Et le procédé statistique qu'on mettra en œuvre derrière, bah, c'est ce qu'on appelle la méthode de Bland et Altman, qui va nous dire finalement quelle est la dispersion lorsqu'on mesure le même objet avec la méthode de référence et avec la méthode expérimentale, et va nous donner finalement l'espèce de tunnel entre lesquels les variations vont se situer. Donc quel est l'écart éventuel qu'on peut attendre lorsqu'on passe de la méthode de référence qu'on suppose chère, coûteuse, etc., à une méthode allégée. Et à ce moment-là, ça permettra de répondre à la question, est-ce que cet écart il est acceptable ou pas? Si, par exemple, j'ai une méthode de référence de mesure de la pression artérielle qui est une méthode invasive, et que j'ai une méthode allégée, plus simple, qui est simplement de mettre un petit capteur électronique au bout des doigts, est-ce que se tromper de 0,1 mm de mercure, c'est grave? J'ai pas l'impression. Hein. Mais par contre, avoir un écart qui pourrait être de 2 ou 3 mm de mercure, ça commence peut-être à poser des problèmes. Encore une fois, ça dépend du contexte d'utilisation. Voilà. Donc c'est ce type de graphique qui permet d'évaluer finalement l'écart entre le résultat de la mesure et la vraie, entre guillemets, bien sûr, taille de l'objet. Philippe, oui. j'ai une question. Est-ce que tu fais, par exemple, cette même comparaison quand tu utilises une échelle complète et puis une échelle réduite? Des fois, tu as une échelle avec plusieurs facteurs, Oui. avec, je ne sais pas, 40 items, on va dire, et puis tu as une échelle réduite à 10 items. Est-ce que c'est ce genre de mesure-là qu'on utilise, ou c'est en tout cas le même procédé qu'on prend quand on doit choisir l'une ou l'autre en fonction de... Alors, ça va être en grande partie le même procédé, ça sera pas tout, enfin, sauf si elle donne un score. Oui. Effectivement, à ce moment-là, on pourrait utiliser cette technique-là, mais qui est plus, on va dire, vue dans le contexte des mesures de caractéristiques physiques. Mais ça sera la même idée. Okay. Et de fait, on a souvent ça, parce que vous voyez que assez souvent les questionnaires de qualité de vie, ou de je ne sais pas quoi, derrière, il y a un nombre. Ce nombre, c'est le nombre d'items. Donc, il y en a un qui est très connu, qui est le SF36, la qualité de vie avec 36 items. Ils l'ont décliné en 18, en 12, ils sont tombés à 6. Voilà. Donc, à chaque fois, on essaie de voir si avec aussi peu, on arrive à faire presque aussi bien. Le deuxième point critique, c'est la dispersion des résultats. Donc là, les résultats, d'une part, ils ont l'avantage d'être
près du centre, mais surtout ils sont groupés. C'est le caractère groupé des résultats qui est intéressant. Ici, on n'est pas très précis parce qu'au contraire, c'est très dispersé. Et là, on est précis parce que c'est groupé, par contre, c'est décalé. Vous voyez, c'est deux caractéristiques différentes. Voilà. Comment on procède? De façon assez simple, on répète les mesures du même objet, on regarde comment ça se disperse. Voilà. Donc ça peut, par exemple, se traduire sous la forme de ce qu'on appelle un coefficient de variation, qui est le rapport de l'écart type, qui est une mesure de variabilité, sur la valeur moyenne des mesures. Et bien sûr, tout ça dépend de la sensibilité de la mesure, c'est-à-dire de la précision un petit peu, enfin de la précision. On prend un petit peu le même terme, c'est un peu confusion, un peu confus, mais si vous mesurez quelqu'un avec une précision du millimètre, quand vous le remesurez, vous allez peut-être passer au millimètre d'avant ou au millimètre du dessous. Si vous le mesurez avec une précision du centimètre, à peu près toujours trouver le même centimètre. Voilà. Donc plus vous êtes précis, plus vous avez tendance à bouger un petit peu. Donc c'est comme tout, il y a des arbitrages à faire. C'est pas la peine d'avoir trop de précision, parce que trop de précision, ça coûte cher. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est imprécis, c'est la construction de votre appareil qui est en jeu, qui est en cause. Je reprends l'exemple de l'appareil de la chaîne Wi-Fi. C'est vos composants électroniques qui sont des composants de mauvaise qualité. Il faut investir dans des composants de meilleure qualité. Donc, c'est votre processus globalement qui est un peu fiable. Donc, il faut changer le processus, il faut améliorer le processus. Ou alors, une façon de s'en sortir, c'est de répéter la mesure et prendre la moyenne des mesures, parce que la moyenne varie moins que des mesures individuelles. C'est pour ça que vous prenez 3 fois, ou je ne sais pas combien de fois, la pression artérielle et vous faites la mesure, la moyenne de ces 3 mesures. Si vous êtes précis mais que vous êtes décalé, si vous avez identifié le décalage, eh bien, il suffit de faire une translation. C'est comme si vous faisiez un changement d'unité. Vous savez que vous devez systématiquement lever 100 grammes ou multiplier par 2, etc. etc. L'important, c'est que, comme c'est précis, une fois que le décalage a été fait, on retombe sur la vraie valeur. Et donc, tout ça, c'est des histoires de variabilité. Et donc là, on va plutôt se concentrer sur la variabilité qu'on appelle analytique, qui est en fait toute celle qui conduit à obtenir un résultat. Alors, on peut la décomposer en plein de sous-chapitres. Mais globalement, une façon de la réduire, c'est de standardiser le protocole, la procédure de mesure. Faire en sorte qu'on fasse toujours de la même façon, avec un outil qui est de bonne qualité, que les gens se mettent d'accord sur la façon d'interpréter, par exemple, telle ou telle image. Important, ça, voilà. De façon à réduire ce qui peut être non seulement une variabilité de l'instrument lui-même, mais une variabilité de la personne qui interprète l'instrument. Si vous pensez à l'imagerie, on va régler les appareils d'imagerie de façon à ce qu'ils fonctionnent de la même façon, mais on va aussi demander aux radiologues de se mettre d'accord sur comment ils disent. Qu'est-ce qui fait qu'ils considèrent que c'est augmenté, diminué, etc., etc. Et puis il y a bien sûr l'objet lui-même que vous mesurez, et là on n'est pas tous pareils, on le sait bien, on n'est pas tous pareils entre nous, et nous-mêmes on n'est pas tous pareils dans la journée, dans l'année, dans le mois, etc., etc. Et on peut voir ça autrement. C'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise variabilité. Donc la bonne variabilité, c'est plutôt la variabilité de l'objet, de l'objet biologique, c'est-à-dire de l'individu, d'accord? Parce qu'elle peut nous mettre sur la trace d'un effet ou d'un phénomène physiopathologique. C'est celle-là qui nous intéresse, d'accord? Et par contre, il y a la variabilité parasite, qui est liée finalement au défaut de la procédure de mesure et dont il faudrait se débarrasser. Ça, c'est le signal qui nous intéresse. Ça, c'est le brut. Okay? Donc, il faut construire un outil qui limite les variabilités parasites de façon à mieux faire émerger le signal physiologique ou pathologique qui nous intéresse. Alors là, ce que je vous ai dit, c'est très général. Maintenant, on va commencer un petit peu à aborder le problème des caractéristiques subjectives. Donc, ce qui est objectif, c'est ce qui s'exprime physiquement et qui peut donc se mesurer de façon directe. Une taille, ça se mesure de façon directe ou indirecte. Une température, c'est indirect. En fait, ce que vous mesurez, c'est la dilatation du mercure.
c'est pas directement la température. Bon. N'empêche, on a des instruments qui suivent un processus de validation comme celui que je vous ai montré. Et puis il y a des choses qui sont plus difficiles parce qu'elles ne sont pas explicites, qui sont donc les états intérieurs des individus, la santé perçue, la satisfaction, la qualité de vie, un sentiment d'information, enfin du ressenti, ou des phénomènes qui sont l'interprétation de quantités objectives. Cette interprétation-là, elle se passe dans la tête de quelqu'un, donc ça devient subjectif. Donc quel outil choisir? Alors, il y a quand même beaucoup de temps qu'on travaille sur ces choses, enfin, pas moi, mais que les gens travaillent sur ces problèmes-là. Donc il y a déjà un grand nombre d'instruments qui ont été mis au point. Et donc il existe maintenant, on va appeler des bibliothèques d'instruments, comme il y a des banques de données bibliographiques, vous avez des banques de données spécialisées sur les instruments de mesure, dans lesquelles vous allez retrouver à la fois de la biblio, des modes d'emploi, des conditions d'utilisation des outils. Donc là, je vous en cite 3, Cosmin, Promis et puis Ines. Voilà. Et donc, ils vont permettre de voir s'il y a quelque chose qui répond à votre demande. Avec le problème, éventuellement, qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas en langue française. Donc, je vais revenir, mais on ne peut pas transposer directement. Et est-ce qu'il y a le scoring de chaque instrument? Est-ce qu'il y a le scoring de chaque instrument sur ces... Alors, il n'y a pas tous les instruments, mais enfin, vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre. Oui. Est-ce qu'il y a le scoring qui va avec? Oui, vous avez la grille. Parce que ça, c'est parfois difficile à obtenir quand on fait une recherche. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des trucs qui sont payants. Ça arrive, ça aussi, oui. D'accord? Bon, malheureusement. Donc, il y a des gens qui font commerce d'échelle. Et donc, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas utiliser sans vous abonner ou payer le formulaire. Quand justement l'échelle n'est pas en français, oui, qu'elle est en anglais, la véracité de traduction et l'application de cette échelle, elle peut être biaisée par l'interprétation française. Comment on peut savoir qu'une échelle elle est suffisamment fiable pour être utilisable dans un contexte de recherche? En fait, on en parlera un petit peu après, mais de fait, il faut qu'elle refasse quasiment tout le processus de validation qu'on fait en partant de zéro. Le seul gain que vous avez, c'est qu'à priori, les gens ont à peu près identifié les questions importantes. Mais après, c'est comment les traduire enfin, les questions que se pose la personne, les concepts importants pour la personne, voilà, ça c'est identifié. Après, la question, c'est comment les traduire en questions qui permettent d'ailleurs de faire une mesure. Et notamment une mesure qui dise, ça c'est plus, ça c'est moins, ça c'est entre les deux, etc. Tout adapté à la population. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au-delà de la traduction. La population. Oui, au-delà de la traduction, je ne sais pas, encore je parle de pédiatrie, mais si on utilise, je ne sais pas, un bilan scolaire qui vient du Canada en langue anglaise, si on l'applique, si on le traduit de manière brute et qu'on l'applique aux enfants français, on n'a pas le même système de scolarité en France, au Canada. Quelle valeur ça va avoir? Donc, effectivement, il y a tout un processus comme disait Philippe, de réadaptation, enfin de test avant que ça soit utilisable. Des fois, c'est utilisable. Oui. Ça, dans les questionnaires de qualité de vie, qui sont assez souvent d'inspiration anglo-saxonne, l'activité physique, c'est par exemple, c'est passer l'aspirateur. Je ne suis pas sûr que tout le monde passe l'aspirateur. Je ne dis pas simplement pour séparer les hommes de les femmes, mais je veux dire, selon le niveau socio-économique, il n'y a pas des aspirateurs partout. Voilà. Et même, moi j'ai un exemple d'utilisation quand on propose, de réfléchir à des objectifs personnalisés chez les enfants. Il y a des outils, pas mal d'outils anglo-saxons qui proposent des photos d'images, d'activités de la vie quotidienne et qu'on peut, qui sont support des discussions. Sauf que quand vous les regardez, c'est faire une lunchbox, jouer au baseball, faire du hockey sur glace. Enfin, c'est très très connoté anglo-saxon et ça ne correspond pas. On peut s'en inspirer. C'est une base de travail, ça existe, autant mieux. Mais on ne peut pas l'appliquer de manière, d'emblée, à une population française, par exemple. Vous avez le même problème avec les CAPTCHA. Pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, on va vous dire cocher, je ne sais pas quoi, les feux rouges. Les camions ou les autobus. Les autobus, ils n'ont pas la même forme, des trucs comme ça. Il y a une question, ça, je sais pas. Problème de colonisation.
Sur une thématique, si un pays où des chercheurs ont travaillé en nombre assez étendu sur une question et ont utilisé un outil, est-ce qu'on peut se dire que cet outil, on peut le réutiliser ou il faut le recontextualiser, le réadapter? Parce que si chacun utilise un outil... Même en langue française, en domaine canadien, de français-canadien, québécois, à français métropolitain, on est censé faire une adaptation de contenu, une adaptation culturelle, quand on utilise un outil. D'accord. Et ça se fait toujours, pour répondre aux cette question, ça se fait toujours en équipe. C'est jamais un chercheur tout seul qui va décider de l'adaptation des contenus ou de la formulation, parce qu'il faut revenir au concept. L'idée de l'aspirateur que tu donnais, c'est quelle est l'idée derrière? C'est un effort simple en fait. Donc il faut se mettre d'accord à plusieurs, parfois avec des experts, en gériatrie par exemple, choisir quel est l'exemple qu'on va prendre pour que ça parle mieux à la personne à qui on va s'adresser. Donc tout ça, ça nécessite vraiment un ajustement et un consensus à l'intérieur des équipes. On ne le fait jamais seul. Cette réadaptation ne correspond pas à la création d'un nouvel outil. Non, la réadaptation, ce n'est pas la création. La réadaptation, c'est on prend un outil existant et on parle souvent d'adaptation culturelle ou d'adaptation à... Quand on fait de l'adaptation de contenu, c'est par exemple quand on veut changer, on veut prendre un questionnaire et... je vous donne un exemple. L'alimentation, il y en a plein. En alimentation ou en autogestion. On a l'autogestion de la maladie cardiovasculaire et puis on veut le faire dans le diabète, par exemple. Bon, il y a des choses qui existent déjà, mais c'est pour vous donner 2 exemples. On ne va pas utiliser forcément les mêmes activités dans le cardiovasculaire que dans le diabète. On va faire donc une adaptation de contenu. On va changer des termes. L'aspirateur, c'est une adaptation de contenu. Donc, c'est pas je crée un outil, c'est pas je le traduis, c'est je l'adapte. Je l'adapte autant dans ce qu'il est, de la façon dont il est formulé, que dans les concepts qu'il convoque pour qu'il soit à peu près égal dans ce qu'il représente. Et puis on pourrait se dire pour le diabète, peut-être que l'aspect d'éducation du patient est peut-être plus forte que dans l'aspect cardiovasculaire. Peut-être là-dessus qu'on va plus insister. Voilà. Une question. Oui, pardon. Mais du coup, avec la réadaptation des questionnaires, est-ce qu'on considère qu'il est validé? Du coup, on va le découvrir. Alors, on va vérifier qu'il est valide. Il faut toujours soumettre, encore une fois, ces outils-là, moi ce que je vous présente là, c'est des outils à usage collectif. Donc il faut vérifier que ça fonctionne sur la population auquel c'est censé être adapté. Ça ne peut pas être qu'une opération intellectuelle. Oui. Et légalement, est-ce qu'on a le droit de réadapter un outil? Alors, il faut demander à l'auteur, mais même normalement, dans l'emploi d'un outil qui existe déjà, on est censé demander à l'auteur. Alors, il y a des auteurs qui ont pignon sur eux, qui ont déjà leur site internet et qui vous font des trucs, vous rentrez simplement un questionnaire, puis, j'ai un formulaire, et puis ça vous envoie tout de suite l'autorisation d'utiliser, parce que pour eux, vous allez les citer dans votre travail de recherche, donc c'est tout bénéfice, ils sont recités, etc. Mais normalement, on est censé demander au créateur du questionnaire. Pour le modifier. Ouais, mais même pour l'utiliser. Pour l'utiliser à partir du moment où c'est publié. Pour l'utiliser sur le site. Ouais. Ça dépend. On va couler sous les doigts. Après, si parfois, c'est un très gros travail de valider. Donc après, il y a aussi, parfois vous pouvez lire des papiers qui disent, voilà, on a utilisé tel questionnaire effectivement qui est au départ validé pour les maladies cardiovasculaires. Là, on sait qu'on n'est pas dans le contexte de la maladie cardiovasculaire, on est dans le contexte du diabète, par exemple. Il faut aussi, j'ai envie de dire, personne ne vous interdit de le faire, mais il faut se poser la question de quelle va être la validité de vos résultats, et il va falloir en avoir conscience que c'est potentiellement un biais d'avoir utilisé un outil qui n'est pas à la base fait pour ce qu'on est en train de chercher. C'est sur les signes cliniques, par exemple, qui sont stricto sensu, quand c'est une maladie, etc. Il n'y a pas de réadaptation à faire. Ouais. Or, il n'y a pas forcément tous les outils qui existent sur des maladies physiques qui sont traduits en français. Et donc, quand c'est du stricto sensu et que c'est vraiment juste de la traduction, est-ce que du coup, après, ça rentre dans l'histoire de gold standard avec des traductions un peu précises, ou c'est quelque chose qui peut être fait avec un comité d'experts, en fait? Il y a plein de méthodes pour ça. Vous avez plein de méthodes qui existent en fait sur ce genre de choses. Après, c'est à vous de décider laquelle vous paraît la plus acceptable, mais aussi en fonction du temps, de l'argent que vous avez, parce que ça compte énormément, et de la mesure que vous voulez récupérer derrière. Donc en fait, il n'y a pas que la façon dont on va le faire. Vous pouvez refaire un retest après une traduction que vous aurez passé à 3 traducteurs différents, dans ce qu'on appelle du go back, donc dans la langue initiale à la langue française, et puis après réverser du français à l'anglais par exemple.
Ça prend du temps, mais il existe des méthodes. Enfin, vous tapez sur Internet, il y en a des méthodes d'adaptation culturelle ou traduction. L'important, c'est quand vous publiez, par contre, vous dites pourquoi vous avez utilisé telle méthode et vous répondez aux réviseurs qui vous questionnent dessus comme ça. Il faut le mettre en avant dans les biais. Enfin, il faut être transparent. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Il y a des biais dans toute recherche. Il faut simplement dire pourquoi vous avez fait les choses et comment vous les avez fait. La science, c'est ce qui est réfutable. Il faut qu'il y ait des arguments pour dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas un impact, on sort d'un chapeau. Et donc, pour terminer là-dessus, si on s'intéresse à la qualité de vie, vous savez qu'il y a des questionnaires pour toutes les pathologies, de qualité de vie pour le psoriasis, pour le cancer, et selon le type de cancer, puis il y a aussi des questionnaires de qualité de vie qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qui se veulent universels. Parce que, mais ils ne répondent pas aux mêmes questions. Les questionnaires universels, on va les utiliser pour situer finalement les patients qui souffrent d'un certain problème par rapport à la population générale, ou éventuellement on peut voir si l'impact de leur maladie est plus important que les patients qui souffrent d'une autre maladie, parce qu'à un moment, il faut faire des choix en termes de financement, donc il faut en avoir le plus pour son argent, et le plus, c'est d'une certaine façon de la qualité de vie, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un outil universel. Et bien évidemment, cet outil universel, il ne va pas être aussi fin, aussi précis, aussi sensible que l'outil spécifique du psoriasis, du cancer du côlon droit et pas du cancer du côlon gauche, etc. etc. C'est pour ça que la recommandation dans cette problématique-là, c'est assez souvent d'associer un générique, un questionnaire général universel et un questionnaire spécifique. Donc ça, c'était, on va dire, l'usage collectif. Et puis, il y a une autre problématique. Oui, alors, qui est l'usage plus individualisé. Donc là, on commence à rentrer dans les choses qui sont plus compliquées, justement, en termes de réflexion et quel outil on va pouvoir utiliser. L'exemple quand vous travaillez en rééducation ou en réadaptation, vous avez beau accompagner. Je travaille dans un service où on accompagne des enfants paralysés cérébraux. Donc, ils ont tous comme point commun d'être porteurs d'une paralysie cérébrale, mais dans le domaine de la paralysie cérébrale, c'est un petit résumé juste pour vous dire que on a un spectre très très large. Ils sont beaux être tous paralysés cérébraux, donc avoir en commun le fait d'avoir une lésion cérébrale au niveau qui est apparue au niveau périnatal. Eh bien, en fait, vous avez une expression clinique des troubles qui est très très différente. Ça va aller de l'enfant polyhandicapé qui a des gros troubles moteurs, des gros troubles cognitifs, au jeune qui va être marchand avec de très petits troubles moteurs et puis pas de troubles associés, par exemple. Donc vous avez un spectre très très large. Et donc quand vous vous intéressez à la paralysie cérébrale, par exemple, en fait, ça va être très compliqué d'avoir un outil générique qui va s'adresser à l'ensemble des enfants paralysés cérébraux, par exemple. Ou un autre exemple qui va être en lien avec un petit peu le fil rouge de l'étude que l'on est en train de mener à Saint-Maurice et qu'on va utiliser un peu comme exemple au fil de cette présentation. Moi, je m'intéresse aux enfants, pour le coup, avec des jeunes qui ont une lésion acquise, donc des jeunes qui ont subi un trauma crânien, un AVC, une tumeur, qui ont souvent des troubles des fonctions exécutives. Et bien, pareil, ils ont en commun le fait d'avoir eu une lésion cérébrale acquise et d'avoir des troubles des fonctions exécutives avérés. Mais en fait, quand vous regardez un petit peu les fonctions exécutives, c'est extrêmement, ça recouvre un champ large de procédés cognitifs. Et donc, l'enfant A, avec une lésion cérébrale acquise et des troubles cognitifs et des troubles des fonctions exécutives, va pas avoir forcément le même profil que l'enfant B, alors qu'il coche les mêmes cases, entre guillemets. Donc, comment réussir à finalement élaborer un outil qui est quand même qui tient la route? Et bien là, il va falloir réfléchir à un outil plus individualisé. Donc, si l'outil n'existe pas, il va falloir à un moment donné aussi réfléchir pour comment le construire et comment le valider. Donc, je reviens moi sur la partie un petit peu collective. Donc, on est sur des phénomènes qui ne sont pas directement observables, mais on va considérer que ces phénomènes intérieurs se manifestent
par des indicateurs que eux, on va pouvoir mesurer. Et ces indicateurs, en fait, ce qu'on va appeler des items ou des questions qui vont permettre d'apprécier d'une façon plus ou moins fine quel peut être l'état intérieur du sujet pour la caractéristique qui nous intéresse. Et donc tout le travail va être de trouver les bonnes questions, c'est-à-dire celles qui permettent de balayer tout le spectre des états possibles, sans se chevaucher, sans doublonner, en ayant un écart à peu près régulier, voilà. Et donc moi l'exemple que j'ai retenu, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai vraiment trouvé que c'était la bonne idée. Imaginez que vous n'ayez pas de centimètres pour connaître la taille des gens, hein, et que ça soit donc pas directement observable. Il faudrait donc construire un jeu de questions qui permettrait d'apprécier si les gens sont très petits, moyens, grands, très grands. Voilà. Donc on se dirait par exemple, quand on fait une photo de groupe, est-ce que vous êtes au fond, est-ce que vous êtes devant? Déjà, plutôt les petits devant, plutôt les grands au fond. Voilà. Quand vous rentrez dans le métro parisien, bon, là il y a un problème d'adaptation éventuellement. Hein, si on n'est pas parisien et qu'on n'a pas de métro, on ne va pas savoir ce que c'est. Mais enfin, quand vous rentrez dans le métro parisien, est-ce que vous baissez la tête ou pas? Bon, vous voyez, donc, mais la taille, c'est facile. Hein. Le sentiment de satisfaction, la dépression, l'anxiété, c'est un petit peu plus difficile à traduire. Et très souvent, ces phénomènes-là ne sont pas des phénomènes, on va dire, un bloc, c'est assez souvent multidimensionnel. Hein. Donc une partie du travail va être de conceptualiser le phénomène interne auquel on s'intéresse, d'identifier, on va dire, les grandes dimensions et de caractériser ces grandes dimensions par une panoplie de questions qui permettent de situer le sujet dans cet axe-là. Voilà. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et à la fin, on va en sortir des chiffres, hein, puisque là, on est sur des méthodes qui vont permettre de passer de quelque chose qui est du subjectif et quelque chose qui va être quantitatif. On va en sortir des chiffres, on va vérifier que ces chiffres-là, ces valeurs, correspondent bien finalement à la distribution des individus sur un spectre, par exemple de souffrance, de maladie, de handicap ou je ne sais pas. Merci. Donc c'est un processus très long, hein, ça c'est clair, faut le dire, avec une étape de construction, une étape de validation, et si vous n'êtes pas content du résultat, vous recommencez. Donc là, vous avez tout le processus décrit. Hein. Donc d'abord, quel est le sujet auquel on s'intéresse, hein. Donc bien sûr, on va repartir là sur les problèmes d'état de l'art, hein. Quelles sont les connaissances sur les sujets, quels sont les outils qui existent, quels sont leurs défauts, quels sont les améliorations qu'on aimerait apporter ou les adaptations qu'on aimerait apporter. On va constituer une panoplie, ou plutôt un bagage de questions, d'items permettant de décrire les caractéristiques internes qui nous intéressent. Hein. Donc ça aussi, c'est via la revue de la littérature, c'est via l'étude des outils existants, hein. Via aussi des enquêtes qu'on va faire auprès des sujets concernés, mais là on va aborder des recherches qui vont être de nature qualitative, hein, via des entretiens individuels ou des entretiens de groupe. On va essayer de faire émerger pour les sujets, on va dire, qui sont concernés par cette mesure-là, quels sont pour eux les concepts ou les notions importantes. Voilà. Et on va essayer de voir aussi comment on pourrait les traduire sous forme de mots, de langage, hein, parce que c'est via le langage, quand même, en grande partie, que tout ça va transiter. Donc on va constituer un collectif de questions, on va organiser sous la forme d'un questionnaire, on va procéder à une étude d'abord de faisabilité, je vais revenir en détail là-dessus, d'accord. Et puis, une fois que le questionnaire est à peu près calé, on va collecter des données en nombre suffisant, et là on va vérifier que l'outil répond à certaines caractéristiques, qui sont donc des critères de qualité qu'on a déjà vus, c'est-à-dire par exemple qu'il est fiable, hein, c'est-à-dire qu'il est relativement robuste par rapport aux conditions de passation, qu'il est valide, qu'il donne à peu près la bonne mesure. Alors vous allez me dire, c'est pas évident, on n'a pas d'étalon. Donc forcément, on va essayer de se comparer à des outils qui sont proches. Mais bien évidemment, les outils qui sont proches, ça ne peut pas être exactement les mêmes, sans ça, vous ne feriez pas un nouvel outil. Sauf dans le cas particulier, vous voulez passer du questionnaire à 100 questions au questionnaire à 10 questions. Effectivement, vous êtes censé mesurer la même chose. Mais si vous développez un nouveau questionnaire, c'est qu'en général, les questionnaires existants ne répondent pas tout à fait à votre demande. Donc, la comparaison que vous allez faire,
elle peut pas être parfaite. Et d'une certaine façon, ça doit aller dans le même sens, parce que il y a des aspects qui sont communs. Par exemple, je sais pas, entre le stress et le burn-out, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que ça participe un petit peu du même processus. Et par contre, c'est différent de ce que pourrait être la joie, le bonheur, la satisfaction, etc. Et donc, on arrive comme ça à se situer dans une espèce de dipôle, entre des choses qui vont dans le même sens et des choses qui vont dans le sens contraire. On va regarder du coup si l'outil qu'on a développé apparaît cohérent par rapport à ce spectre, un spectre positif et un spectre négatif. Voilà. Et donc c'est ça qui va nous permettre de valider ou pas le questionnaire, et si c'est pas valide, on va le retravailler. Ça va être comme ça. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà un exemple. Enfin bon, c'est très résumé. Hein. Donc c'est une étude qui parle. Juste quand on crée un outil, est-ce qu'il y a une notion, est-ce qu'il peut être impacté par le temps ou un changement, par exemple de société ou un changement de culture, enfin une évolution, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui est créé en 1970, la population n'est pas du tout, est-ce qu'il pourrait être retravaillé ou est-ce qu'il a une validité de 10 ans ou comment ça dépend de l'évolution du... Je vous prends un autre exemple. Les scores de sévérité. Par exemple, en réanimation, il y a un score qui s'appelle l'IGESU. Ça a été développé dans les années 90. On prend les caractéristiques du sujet à l'admission. Plus on est désordre, plus ça donne des points. Malheureusement, plus vous avez de plaintes, plus vous avez de chances de décéder. Et vous voyez que dans ce questionnaire-là, si on a une affection liée au HIV, on a beaucoup de points. Maintenant, c'est plus le même problème, parce qu'il y a les trithérapies. Hein, donc forcément, si le contexte change, il va falloir éventuellement retravailler l'outil. Hein. Bon, alors sur des questions de ressenti, c'est peut-être moins évident, mais bon, on voit comment l'environnement évolue. Quoi. En ergothérapie, en pédiatrie, on a un bilan qui a été développé, je sais pas, dans les années, à mon avis, 70, qui est pour mesurer le niveau de développement des enfants. Et en fait, je pense qu'il a même plus de 50 ans, je pense. Et en fait, quand on le regarde maintenant, il est plus adapté à notre société actuelle parce que le développement, enfin, voilà, si on caricature un petit peu, avant, les enfants étaient beaucoup moins devant les écrans, ils avaient plus d'utilisation, ils avaient des facultés de motricité fine qui se développaient plus tôt, ils étaient plus, et donc ça c'est plus forcément adapté. On construit notre outil. On serait plutôt dans l'adaptation. Le problème qu'on va avoir, effectivement, c'est le problème des écrans. Je veux dire, est-ce que les enfants, je sais pas, des loisirs actifs ou passifs, voilà, par exemple. Je ne sais pas très bien où on mettrait les écrans là-dedans, d'abord. Mais le problème, c'est que si vous changez l'outil, vous allez perdre la continuité historique. Hein, vous ne pourrez pas dire, en 2020, les enfants sont plus distraits qu'en 1950, où tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était du mécano, et puis lire des bouquins. Ça va poser un problème. Et puis tout n'est pas acheté non plus. Enfin, dans le développement moteur de l'enfant, si on reprend cet exemple-là, tout n'a pas complètement changé non plus, mais il y a plein de choses qui sont plus adaptées quand même. Et il faudrait le mettre au goût du jour. Donc là, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années, qui a été pilotée par le CHU de Nantes. Donc c'est une question d'organisation des soins et donc des risques liés aux contraintes du travail des soignants. Donc, vous voyez, il y a cette étape de conception intellectuelle, de construction de l'instrument, donc revue de la littérature. On regarde tous les items qui tournent autour de la pénibilité ou l'organisation du travail. On se réunit avec les experts, on discute des facteurs importants ou pas. On les traduit et puis éventuellement on va rajouter des items, on va rajouter des questions. Si, alors là ça n'a pas été mis, parce qu'effectivement il partait de quelque chose qui existait déjà, mais si vous partez de zéro, en général il y a au départ des entretiens de nature qualitative avec des patients, ou en tout cas les sujets cibles. Hein, voilà. Donc si l'outil que vous voulez adapter ne tient pas compte de tout ce qui a émergé dans les entretiens, vous allez rajouter des items. Donc il y a une première étape qui est une étape pilote, qui va permettre de vérifier que l'outil
on va dire, est relativement bien accepté. Hein. C'est-à-dire, par exemple, les gens comprennent les questions, il n'y a pas de réponse manquante. Hein. Ça arrive des fois. Moi, j'ai l'expérience de questionnaires où les gens ne veulent pas répondre, et donc, bien sûr, c'est un peu la même problématique. Vous distribuez le questionnaire, vous demandez aux soignants de mettre la réponse dans une boîte de chaussures, scotché quand même, enfin bon. Bah, quand vous repassez une semaine plus tard, la boîte elle a disparu parce que personne, il y a des gens qui ne veulent pas que les réponses apparaissent. Ouais. Donc les critères d'acceptabilité dans ces sujets-là, c'est assez sensible. Voilà. On vérifie que la structure, et la structure c'est le nombre de dimensions, hein, d'accord. La structure qu'on avait conçue se retrouve dans les réponses, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand les gens répondent d'une certaine façon, ils répondent aussi d'une autre façon sur une autre dimension. Voilà. Et donc, si cette étape pilote est satisfaisante, on va passer à la validation réelle. Et là, c'est sur un beaucoup plus grand nombre de personnes. Hein. Et de nouveau, on va faire des analyses statistiques pour vérifier le nombre de dimensions, pour vérifier que les questions tombent bien dans les bonnes dimensions. Si vous prenez la qualité de vie, il y a toujours une dimension physique. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension sociale, il peut y avoir une dimension qui a trait par exemple à la douleur ou au fonctionnement, etc. Voilà. Donc est-ce que vous retrouvez à peu près cette, on va dire, cette segmentation du phénomène? Est-ce que c'est la même chose en fonction du répondant? Parce que si vous avez un questionnaire qui fonctionne bien chez les hommes, pas bien chez les femmes, c'est pas très pratique, hein, faut le retravailler, etc. etc. Est-ce que lorsqu'on est en situation stable et que repose le questionnaire, est-ce qu'on obtient les mêmes résultats? Normalement, on devrait obtenir les mêmes résultats, au bémol près de éventuellement l'apprentissage, le fait qu'il n'y a plus la surprise, qu'on a réfléchi entre-temps, etc., ou qu'on n'est pas tout à fait stable, enfin des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça, on va dire développement, conception, premier test, éventuellement retravail, et puis validation sur un grand effectif. Et donc la partie la plus critique, hein, c'est la construction. Donc, quel est le problème? Est-ce qu'on est sur une population générale, une population malade, une population potentiellement malade? Est-ce que c'est du dépistage? Est-ce que c'est du suivi, etc. Qu'est-ce qui existe? C'est pas la peine de refaire la roue, quand même. On a assez de boulot comme ça. Donc, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Qu'est-ce qu'on doit écarter? C'est pour ça que la biblio, là, c'est non seulement réutiliser ce qui est bien, mais c'est éviter de refaire les erreurs des autres. Hein. C'est pour ça que c'est la discussion qui est toujours le plus informative dans l'article. Sélectionner ce qui vous semble les questions les plus intéressantes, les traduire de façon compréhensible, claire, hein, non ambiguë. Là, il y a un petit savoir-faire à avoir. Et puis, faire un test pour voir comment les gens acceptent le truc et répondent au truc. Voilà. Donc, quelle est la cible, hein, en termes de caractéristiques? Quelle est la population? Éventuellement, en termes d'âge, hein, si ça va jouer, d'accord. Quel est l'objectif? Dépister, diagnostiquer, suivre, etc. Est-ce qu'on veut quelque chose de simple et rapide, donc plutôt pour du dépistage, au contraire détaillé, exhaustif, plutôt pour du suivi? Ça se rejoint aussi. Est-ce qu'éventuellement on veut quelque chose qui pourrait être décomposable en plusieurs dimensions, ou est-ce qu'on veut simplement un score global? Ça dépend bien sûr des questions. Il y a des questions qui sont monodimensionnelles. On peut dire la douleur, c'est monodimensionnel. Il y a d'autres caractéristiques qui peuvent être multidimensionnelles. Comment vous prévoyez de faire passer le questionnaire, hein, en face à face, à distance, par téléphone, éventuellement en auto-questionnaire complet, c'est-à-dire vous l'envoyez et la personne répond, voilà. Et puis s'adapter éventuellement à des populations particulières, hein, des petits-enfants. Vous savez qu'il y a des questionnaires de qualité de vie où on va avoir des figures, hein, qui vont être plus ou moins souriantes ou plus ou moins tristes pour essayer d'exprimer le sentiment intérieur de l'enfant. Et puis, quand les sujets ne sont pas
les sujets ne sont pas communicants. Vous savez qu'il y a aussi des échelles de douleur qui sont des échelles comportementales, qui ont été construites de la même façon. Hein, donc, la deuxième étape, c'est effectivement se construire un collectif de questions, hein, les biblios, les experts, les entretiens, voilà, etc. Alors, vous vous retrouvez des fois avec plusieurs centaines de questions possibles. Plusieurs centaines, c'est clair que ça ne va pas le faire. Hein. Le premier article, enfin le deuxième plutôt, qui a été publié par les deux chercheurs qui ont, d'une certaine façon, emporté la conviction sur le lien entre le tabac et le cancer du poumon. Donc c'est Richard Doll et Bradford Hill. Ils mettent un petit, dans leur introduction, ils mettent textuellement le questionnaire a été conservé court de façon à espérer avoir plus de réponses. C'était quand même fait auprès de docteurs en 1954 en Angleterre. Donc, avec des gens qui n'étaient pas des rigolos, enfin, qui étaient plutôt sérieux, etc. Mais même là, il ne faut pas trop en mettre parce que plus vous en demandez, moins vous en recevez. Voilà. Donc c'est clair, une partie du problème, c'est de limiter le nombre de questions. Donc là, il y a deux grands types de méthodes. Un petit aparté. La méthode, ce qu'on appelle la méthode nominale, vous mettez les experts ensemble, et puis ils discutent entre eux. Voilà, je vous fais un peu schématique. Le problème, c'est que c'est celui qui gueule le plus fort qui va l'emporter, donc c'est pas toujours la bonne façon de faire. Des fois, les experts ensemble, c'est un petit peu difficile à fonctionner. Donc il y a une autre technique qui s'appelle la méthode Delphi, et qui est assez facile à mettre en œuvre maintenant. Vous mettez chaque expert dans une boîte. Et par une petite fente, hein, comme dans la boîte aux lettres, vous lui passez les questions et vous lui demandez, est-ce que vous trouvez que c'est une question intéressante ou pas intéressante, vous lui demandez de la coter de 0 à 10. Donc chaque expert est dans sa boîte, vous relevez les réponses, vous faites la distribution des réponses, hein, et vous exprimez la synthèse de l'ensemble du groupe d'experts, en général sous la forme de la médiane, quelle est la question autour de laquelle se rassemblent, on va dire, le plus de gens, hein, ce qui fait qu'il y en aurait la moitié qui serait au-dessus ou la moitié qui serait en dessous. Et vous redonnez ce résultat à chacun des experts. Donc chacun dans sa boîte voit la réponse qu'il a donnée et voit la réponse du groupe. Et là, on suppose que s'il est loin de ce que dit le groupe, ça le fait réfléchir et qu'il va converger. Voilà. Alors ça fonctionne, en général pas de la premier tour, ça fonctionne des fois au deuxième tour. Voilà. Il converge un petit peu. Alors bien sûr, maintenant, on ne met plus les experts dans des boîtes. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dans leur bureau, ils vont sur un site web et puis ils répondent aux questions en disant cet item-là, il n'est pas intéressant du tout, celui-là, il est super intéressant. Ce qui est important, c'est qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Voilà. Ils sont finalement chacun opposés au groupe comme un bloc. Donc on arrive avec cette méthode-là à faire converger les gens un petit peu plus vite. Et effectivement, il y a certains items sur lesquels on va arriver à converger, et ceux sur lesquels on n'arrive pas à converger, bah là, il faut les réunir. Enfin, on a quand même dégagé une bonne partie du cadre. Voilà. Ça s'appelle la méthode Delphi. Et donc la quatrième étape, c'est la présentation du questionnaire. C'est plus du savoir-faire, de la technique que de la science, hein, mais le principe, c'est qu'il ne faut pas réfléchir pour répondre aux questions. Il faut avoir des réponses spontanées. Donc, pas de questions alambiquées, pas de termes compliqués, etc. Pas de questions doubles, pas de questions négatives, voilà, tout ce qui fait. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, là, c'est mal parti. Voilà. Bien sûr, un langage adapté à la population, hein, ça c'est clair. Dire pourquoi on le fait, remercier régulièrement. C'est toujours important de remercier les gens. Et puis voilà. Ce qu'on peut faire, enfin souvent ce qu'on fait, ça donne de la crédibilité en plus à ce type de recherche, c'est que des fois sur un sujet donné, je prends Palmyre, par exemple, tu t'intéresses au fardeau. Bon, je crois que le fardeau est quand même assez utilisé, enfin on peut retrouver des choses, mais disons c'est un concept nouveau. Tu sais pas forcément quels items ou quels concepts vont toucher au fardeau. Ça peut toucher
je sais pas, la dimension de la famille, ça peut toucher à l'impact, la relation qu'on peut avoir avec les dents, etc. Il faut passer par une recherche qualitative avant pour déterminer quels sont les concepts qui sont en jeu dans le phénomène que l'on veut utiliser. C'est la première étape qui va permettre de circonscrire un petit peu le phénomène en global avant d'aller tester les items. Ça donne de la fiabilité à votre travail. Et puis tout ça, ça se publie, c'est vraiment un domaine scientifique à part entière. Donc, passez par des études qualitatives qui servent à décrire le phénomène que vous voulez étudier, si après vous voulez construire les questionnaires. C'est l'étape 1. Ouais. Sur la recherche, on évalue le fardeau, justement, on utilise le ZAVIT. L'étude, elle est quantitative et qualitative à la fois. Mais sur le qualitatif, on a quand même un peu plus de temps parce qu'il faut retranscrire les informations. Mais tu es passé par du qualitatif avant? Oui, on a terminé le qualitatif, mais on n'a pas encore interprété en fait. Et après, tu construis du quantitatif derrière. Non, on a fini le quantitatif en premier. En fait, c'est pas, ouais, tu vois, c'est l'inverse que je dis. Commencer par du quali pour déterminer le phénomène. L'horizon. Voilà, les L'horizon différents des concepts, les questions. attributs des concepts. Après, créez vos items, faites une recherche quantitative, ou repassez même par un Delphine si vous voulez juger de la qualité de vos items, et puis testez-le, faites les études psychométriques qui sont derrière nécessaires. Mais tu sais, c'est après l'étude, en fait, comme ça m'est venu, de pouvoir dire qu'il faut construire une échelle qui puisse représenter tout ce qu'on a vécu pendant cette étude. D'accord. Mais vous voyez, vous faites l'étude pilote, vous avez la première version. Il y a des gens qui n'ont pas répondu, ils ont répondu toujours, pof, d'un grand trait, voilà. Il faut revenir vers eux. Hein, s'il n'y a pas une espèce de débriefing en français, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils ont répondu ça. D'accord ? Le questionnaire, c'est pas très parlant, c'est extrêmement réducteur. Donc vous avez besoin du quali, effectivement, au départ, et vous en avez besoin, entre guillemets, au milieu, pour essayer d'interpréter la réaction des gens face à l'outil. Hein, si les gens sont bons, vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que vous leur faites peur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a appelés, enfin je ne sais pas, moi. Et sur le... Il y a tout ça à explorer, quoi. Bon, et sur le côté... Bon, tout ça, c'est des petites astuces pour éviter des biais qu'on connaît déjà. Hein. Bon, on a parlé des désirabilités sociales. Hein. Les gens ont toujours du mal à dire qu'ils font mal. Bon, ça c'est clair. Il y a comment dire, l'ordre des questions a un effet. Par exemple, si d'emblée je vous dis, est-ce qu'il faut développer le nucléaire? Je vais avoir certaines réponses. Imaginez qu'avant cette question sur le nucléaire, il y a une question qui porte sur qu'est-ce que vous pensez de Fukushima? Alors, on n'en pense pas du bien. Hein. Donc derrière, la question sur le nucléaire, c'est sûr qu'elle ne va pas avoir des réponses très favorables. Bon. Si, par contre, avant de vous poser la question sur le nucléaire, je vous dis qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du pétrole et du fait qu'il n'y en aura plus longtemps? Bon, du coup, dire, oui, on a besoin du nucléaire, donc le nucléaire va remonter en termes positifs. Hein. Donc il y a cet effet-là qui joue. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas, entre guillemets, le droit, enfin c'est pas un droit, c'est de la mauvaise pratique, de changer l'ordre des questions. Parce que ça participe de l'outil. Et puis, vous attaquez pas tout de suite quelqu'un bidon tête avec les questions qui fâchent sur l'argent, la sexualité, la religion, je sais pas quoi. Vous attendez de les mettre en confiance, hein, de façon qu'ils soient un petit peu échauffés, qu'ils ont compris ce que vous leur demandiez, et puis qu'ils puissent vous répondre sur les questions un petit peu délicates. Enfin voilà, bon, tout ça, c'est plus du savoir-faire qu'autre chose. Oui, mais je pense que je rebondis, Philippe, sur le côté mise en confiance, empathie. Il faut, je pense, aussi penser à rendre un peu sexy votre questionnaire, entre guillemets. Dans l'étude à Saint-Maurice, là, on a utilisé un questionnaire, pour le coup, c'est pas nous qui l'avons construit, c'est un questionnaire qui est validé, etc., sur la répercussion des troubles des fonctions exécutives dans la vie quotidienne. 86 questions dans le questionnaire qu'on a proposé aux parents, un certain nombre de fois, enfin suivant les enfants, mais au moins, en gros, 6 fois en l'espace de 3 mois, pour faire court. Donc, 86 questions, il faut quand même arriver avec le sourire et dire que ça va. Voilà. Mais le fait de dire que finalement c'est des questions courtes, ça répond, on prend à peu près un quart d'heure, de dire qu'ils peuvent le faire à n'importe quel moment, que c'est un accès sur une plateforme, en fait, ils pouvaient répondre sur leur téléphone parce que c'est un questionnaire qui est accessible en ligne, de dire qu'on est là si jamais ils ne comprennent pas les questions. Enfin, il y a certaines fois où justement les parents ont trouvé ça pratique d'avoir le lien
et de pouvoir le faire quand ils voulaient. Puis il y en avait d'autres qui étaient moins à l'aise avec la langue française, par exemple, et là qui m'ont dit bah, ça va être un peu compliqué. J'ai dit bah, pas de souci, je vous lis les questions, voilà, il y a pas de souci, mais il faut rendre un peu sexy le questionnaire parce que sinon, et en fait ça marche parce que finalement, moi j'ai très peu de données manquantes. Voilà, il y a aussi un lien. Alors nous on a 12 participants, ça c'est pas beaucoup. Ça pourrait pas être le cas si on s'adresse à, je sais pas, 1000 personnes. Mais en tout cas, il faut quand même penser au fait qu'ils prennent du temps à répondre au questionnaire. Ça peut être vite rébarbatif, mais si on rend ça un peu... voilà. La mise en confiance, elle est... Oui, tout à fait, oui. Mais à la fois, l'accompagnement au questionnaire est un billet, non? Alors moi, je restais hyper neutre, en fait. J'étais là juste pour poser les questions, pour... finalement, faire l'interface avec la personne qui avait du mal à lire, tout simplement. Mais je faisais aucune interprétation. Voilà. Et puis, biais de, on va dire, formulation. Oui. Il faut peser. Voilà, j'étais juste la personne qui lisait à la place, mais voilà, je restais complètement neutre dans le... Mais oui, dans certains... Voilà, dans un certain contexte, si on s'astreint pas à justement rester neutre, ça pourrait être un biais. Ouais. Après, c'est un questionnaire qui l'autorise. Je veux dire, il n'y a pas, enfin, dans le protocole, entre guillemets, c'est pas marqué noir sur blanc qu'on est obligé d'utiliser la version électronique, par exemple. Ça pourrait. Donc, on a aussi la version. Ce biais-là, qu'on dit, là, la personne, elle serait seule face au questionnaire, elle ne le comprendrait pas, elle répondrait à côté de mesure. Oui. Donc, des fois, c'est tout le problème des questionnaires et de l'utilité de faire un questionnaire en faire une étude qualitative ou des choses comme ça. Donc, il faut admettre que de toute façon, des biais, il y en a toujours, il y en aura toujours. Il faut être transparent et puis les énoncer ou les réduire par exemple. Et oui. Et puis, en plus, si c'est un questionnaire qui est validé en hétéro-évaluation, ça pose pas de problème. Si c'est un questionnaire qui est fait pour être passé en auto-évaluation et que l'on induit le fait qu'il est etc., si oui. il y a une évaluation, ça pose moins de problème. Oui, mais parfois la personne ne répond pas facilement. Donc, à qui vous le faites passer? Il y a les personnes qui sont démentes ou dans le pâté, voilà. Et donc, à ce moment, on le fait passer aux proches. Donc, il faut avoir une idée du décalage qu'on va avoir, parce que vraisemblablement, il y a un décalage. Donc, en règle générale, les personnes extérieures considèrent que la qualité de vie du proche atteint est moins bonne que ce que lui-même pensera. Bon, c'est une généralité. Ça demande à être vérifié de façon spécifique. Et ça ne peut être fait que par des études qui ont justement utilisé, qui ont comparé la mesure directe de la personne et puis l'appréciation par un tiers. Comme ça qu'on arrive à se rendre compte s'il y a un décalage ou pas. Donc voilà, donc ça on en a parlé. C'est déjà là. Et donc, on a évoqué le problème de l'adaptation. Hein, donc, la traduction, on va dire, quel que soit le processus de traduction, ça ne peut pas traduire exactement les concepts qui étaient contenus dedans. Et ces concepts, même s'ils sont les mêmes, ils ne sont peut-être pas vus de la même façon selon les milieux socio-culturels. Hein, voilà. Donc, il faut redémarrer la validation psychométrique. Ce que vous avez gagné, c'est effectivement... Vous avez déjà un collectif de questions qui a été construit et une problématique sur laquelle, on va dire, la structure, les différentes dimensions du phénomène ont déjà été identifiées. Donc, vous allez gagner quand même en partie du temps, hein, mais il reste à le valider. Voilà. Donc, la validation, ça va être la même validation que si vous aviez construit un outil en partant de ça. Donc, le but de la validation, c'est toujours les deux grandes caractéristiques importantes. Hein. Est-ce que l'outil mesure bien ce qu'il est censé mesurer? Et est-ce qu'il fonctionne bien? C'est-à-dire, est-ce qu'il est robuste aux conditions de passation? Est-ce qu'il est fiable? La difficulté, donc, il n'y a pas d'étalon, il n'y a pas de mesure étalon, il n'y a pas le mètre en platine, etc. Donc, on va essayer de se comparer à des outils qui mesurent à peu près la même chose. En général, ils ne mesurent pas exactement la même chose. Mais on va regarder si les réponses qu'on obtient nous semblent vraisemblables en fonction, par exemple, de l'état de santé des sujets, de la sévérité de la maladie, etc. etc. Et vous voyez, ça va être plutôt un faisceau d'arguments qui va nous dire que ça semble valide. Vous voyez que
il y a beaucoup de choses à vérifier. Hein. La dimensionnalité, est-ce que c'est un concept simple ou quelque chose de multidimensionnel? Est-ce qu'on a mis dedans tout ce qu'il fallait mettre ou est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que c'est cohérent avec les autres outils de mesure plus ou moins proches ou plus ou moins opposés? Ça fait partie des choses. Est-ce que c'est fiable? C'est-à-dire, est-ce que en situation stable, on retrouve bien les mêmes réponses pour les mêmes sujets? Par contre, si le sujet évolue, est-ce que le questionnaire suit l'évolution du sujet? C'est ce qu'on appelle la sensibilité au changement. Quand les gens se dégradent, on imagine que la qualité de vie devrait se dégrader également. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et par exemple, c'est très difficile parce que dans des pathologies chroniques, les gens s'adaptent à leur maladie. Donc, même si leur état physiquement, techniquement est stable, leur ressenti vis-à-vis de leurs problèmes va s'améliorer. Donc il y a une espèce de dérive qui va se créer. Et puis il y a d'autres problèmes, notamment qu'on est sur des pathologies qui apparaissent dès l'enfance. On devrait suivre les personnes de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, avec un changement de questionnaire. Donc est-ce qu'on est toujours avec des outils qui sont cohérents et qui sont sur la même ligne de base? Il y a vraiment des problématiques, on va dire, méthodologiques importantes. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut vérifier. Vous voyez que c'est beaucoup de choses à vérifier. Donc là, je vous donne juste un exemple qui sont les problèmes de dimension. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui fait des soins palliatifs et donc on a voulu valider un questionnaire de symptômes dans le cancer. Donc, ça s'appelle le MDASI, un questionnaire américain. Donc, dans les méthodes statistiques qu'on utilise, il y a ce qu'on appelle des méthodes dimensionnelles qui vont essayer de regrouper les questions auxquelles les gens répondent souvent de la même façon. Et c'est ce qu'on va appeler les facteurs ou les dimensions. Vous voyez ici les questions, il y avait 17 questions, je me rappelle. Douleur, fatigue, nausée, troubles du sommeil, inquiétude, essoufflement, mémoire, etc., etc. Et on se rend compte que vont souvent ensemble les questions douleur, fatigue, troubles du sommeil, essoufflement, appétit, somnolence, engourdissement, voilà. Donc on a dit tout ça, c'est la dimension des signes généraux. Okay. Il y a une deuxième dimension qui semble réunir des signes qui sont nausée, problème d'appétit, bouche sèche, vomissement. Hop, on a dit c'est une dimension plutôt gastro-intestinale. Et puis il y avait une troisième dimension qui apparaissait, qui était inquiétude, problème de mémoire, de somnolence, de tristesse, voilà. Donc on était plutôt sur des problèmes d'humeur. Nous, dans le questionnaire version française, on avait 3 dimensions. Le même outil avait été adapté en japonais, enfin pour les japonais plutôt. Eux, ils avaient que 2 dimensions. Voilà. Bon, peut-être que ça ferait partie pas pareil. Alors peut-être qu'on n'a pas eu aussi exactement les mêmes patients. Hein, d'accord. Si on a plus de patients avec tel type de cancer, dans lequel le traitement c'est de la chimio, peut-être que les aspects de vomissement, de nausée vont être plus importants. Si on est plutôt sur des cancers, je ne sais pas, qui se traitent de façon chirurgicale, on aura peut-être moins ces problèmes-là. Hein. Donc c'est aussi pour ça que quand un questionnaire est validé, il faut quand même regarder sur quel type de population il a été validé. Et dans les exemples que donnait Hélène, à un moment, il y a le FACIT, qui est un questionnaire de fatigue, qui a effectivement été validé en français. J'ai regardé la publication, ça a été validé, et les 2 tiers des répondants, c'est des répondantes qui ont un cancer du sein. Mm. Et il y a un petit peu de poumon, un petit peu de côlon, mais ce n'est pas du tout la majorité. Donc vous voyez, si vous passez ça à une population qui est majoritairement, par exemple, masculine, on va dire des cancers de la prostate, par exemple, je ne fais pas sur de mon coup, c'est pas dit qu'ils réagissent de la même façon. Hein. Donc il y a un autre aspect qui est finalement l'adaptation de l'outil à différentes sous-populations, hein, qui peuvent se distinguer par l'âge, le sexe, le type de pathologie ou je ne sais pas quoi. Mais comment ils choisissent ces populations, justement? Est-ce qu'il y a une histoire de randomisation, comme dans d'autres essais contrôlés ou pas? Non, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Donc là, on a réuni des personnes qui étaient dans des centres de palliatifs. Il y a eu effectivement on n'a pas eu besoin de faire la phase qualitative puisque c'était un problème d'adaptation, mais il y a eu donc l'épisode de traduction, rétro-traduction.
Et puis, on avait quoi? Il y avait un petit peu tout, l'oncohémato, du poumon, voilà. Après, il faut bien voir, il faut que les gens soient d'accord pour répondre. Donc, de fait, les gens qui sont dans un état de dégradation trop avancé, vous n'allez pas les avoir. Et surtout, vous les aurez plus lorsque vous ferez ce qu'on appelle la mesure de la sensibilité au changement. Ce qu'on veut, c'est regarder si le questionnaire suit la dégradation de l'état de la personne. Si elle s'est dégradée tellement qu'elle n'est plus en état de réponse, vous n'êtes pas en capacité de le mesurer. Donc là, on a eu un vrai problème. On n'a pas bien pu apprécier la sensibilité au changement. Après, c'est toujours, on va dire, des échantillons d'opportunité, parce que vous connaissez les personnes qui sont dedans, vous savez le genre de travail qu'ils font, le type de population qu'ils sont, etc. D'accord. Il y a toujours une partie un petit peu empirique, malheureusement. Ce qui fait aussi que ça marche ou que ça ne marche pas. Je reviens sur le questionnaire là, Orsosa sur les risques psychosociaux au travail. Eux, ils ont isolé plusieurs dimensions. Est-ce que l'organisation permet de communiquer? Donc c'est 1, 2, 3, il y avait 5 questions qui se rapportaient à ça. Quel était le soutien du cadre? Est-ce qu'il y avait assez de monde pour faire le boulot? Est-ce que je suis toujours interrompu? Enfin voilà. Ça mesure, on va dire, des dimensions différentes d'un problème général qui est de mauvaise organisation du boulot. Chacun étant exprimé par des réponses à au moins 2 ou 3 questions. On n'a pas une dimension avec une seule question, c'est pas possible. Et là, ça a été bien, enfin, c'est clair que ça a été bien fait, c'est des gens qui travaillent bien. En fait, ils ont divisé l'échantillon de répondants en 2 parties. Il y a une première partie qui a permis de construire le questionnaire, et on a vérifié que la deuxième partie de l'échantillon, donc où tout, il y avait 2000 personnes, donc 2000 ont permis de construire le questionnaire, et les 2000 suivantes ont permis de vérifier si on trouvait les mêmes dimensions et si les réponses s'organisaient de la même façon. C'est très important d'avoir cette validation, c'est ça qui vous garantit le caractère réutilisable du questionnaire, ce qui n'est pas du tout la problématique d'Hélène, parce qu'elle travaille, elle fait du sur-mesure. D'accord ? Nous, quand on veut développer un outil collectif, ce qu'on fait, c'est du prêt-à-porter. D'accord ? Les patients d'Hélène, ils sont comme ça, ils ont un bras qui est plus long que l'autre. Donc, elle fait du sur-mesure, elle taille des costards où la manche gauche est 2 fois plus longue que la manche droite. Moi, si je fais ça en prêt-à-porter, c'est sûr que le costard d'Hélène, personne ne va pouvoir le mettre. Vous voyez ? La problématique n'est pas du tout la même. Donc c'est important d'avoir cette validation sur un autre échantillon que celui qui a permis de construire l'outil, parce que c'est toujours là que c'est le plus beau. Il ne faut pas aller trop loin dans l'adaptation. Voilà. Et justement, en parlant de sur-mesure, pour vous donner un petit peu le contexte, on passe au niveau individualisé. Comment construire un outil quand on a des problématiques qu'on ne peut pas appliquer, enfin avoir un outil à appliquer, un outil à appliquer à tout le monde, le même outil. Pour vous donner un peu le contexte, donc cette étude, elle porte, c'était auprès de jeunes entre 8 et 21 ans qui donc tous ont en commun d'avoir une lésion acquise et des troubles des fonctions exécutives. Et ces troubles des fonctions exécutives, elles ont une répercussion importante dans les activités de la vie quotidienne, qui est un peu le dada de l'ergothérapeute quand même. Et donc sur ce qu'on appelle la performance occupationnelle, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont en difficulté dans leurs activités de la vie quotidienne. Mais les activités de la vie quotidienne, elles peuvent être très différentes d'un jeune à un autre. Et puis, ce qui va être important pour un jeune ne va pas être forcément important pour un autre. Donc notre questionnement, c'était de savoir si une approche de rééducation cognitive particulière qui s'appelle l'approche coop, ça n'a pas d'importance là maintenant, mais pouvait aider ces jeunes à atteindre leurs objectifs. Donc là, c'était des objectifs très individualisés, c'est-à-dire qu'on réfléchissait avec eux à quels étaient leurs objectifs de rééducation, quelles activités de la vie quotidienne leur posaient problème et pour lesquelles ils étaient motivés pour être plus performants.
Donc concrètement, comment on a fait ça, on a utilisé ce qu'on appelle la MCRO, la mesure canadienne du rendement occupationnel. C'est un entretien semi-dirigé avec le jeune qui met en lumière, donc en ergothérapie, on appelle ça les occupations problématiques, donc les activités de la vie quotidienne qui posent problème, et pour lequel le jeune voudrait donc s'améliorer. Et puis on peut on a pu utiliser aussi des supports. Je vous parlais tout à l'heure des photos des activités de la vie quotidienne, en vous donnant l'exemple de choses anglo-saxonnes qui ne sont pas forcément adaptées à nous. Et il se trouve qu'en France, là, depuis quelques années, il y a 2 ergothérapeutes qui ont qui ont créé un outil justement qui s'appelle OTIUP, qui est un outil avec des petits pictogrammes qui balaye toutes les activités de la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu utiliser aussi comme support pour réfléchir ensemble avec le jeune sur des objectifs à atteindre. Et puis, de côté, l'importance, ce qu'on appelle le rendement, et puis la satisfaction. Donc ça, c'était notre début. Et puis, concrètement, qu'est-ce qu'on a utilisé pour mesurer ce changement? Comment on a mesuré le fait que le jeune, après la rééducation en ergothérapie avec l'approche coop, s'est effectivement amélioré dans ses objectifs? Eh bien, on a utilisé... donc là, vous voyez bien qu'on ne peut pas utiliser quelque chose de général, merci. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle l'échelle GAS, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la Goal Attainment Scale, qui est une échelle sur 5 niveaux, avec toute une procédure derrière pour créer des échelles GAS qui tiennent la route. Donc, concrètement, le -2, c'est le niveau initial, c'est le jeune, il a envie d'apprendre à faire ses lacets, je le mets en situation, et puis le niveau -2, c'est de là où il part, en fait. Et ce qu'on veut atteindre après la rééducation, c'est le niveau 0. C'est l'objectif atteint conformément aux attentes. Donc là, ça pourrait être je fais mes lacets, ils sont serrés, ils tiennent, et je le fais en moins de 3 minutes, n'importe quoi. Et puis, on a des niveaux un peu bonus, le +1 et le +2, qui pourraient être... c'est des niveaux qui sont au-delà de ce qui est espéré. Donc, ça pourrait être je fais mes lacets, ils sont serrés, etc. Je les fais en moins de 2 minutes pour l'objectif, pour le niveau +1, et je le fais en moins d'1 minute pour l'objectif, pour le niveau +2, par exemple. Donc, c'est finalement une échelle où il y a beaucoup de littérature dessus, mais qui est vraiment adaptée à chaque sujet. Et ça permet justement au sujet de savoir s'il a obtenu ou non ce qu'il souhaitait, parce que c'est une échelle qu'on co-construit avec lui. Ça permet à l'équipe de savoir si elle a mené à bien sa mission. On ne fait pas un truc un peu vague en se disant oui, qu'est-ce que c'est pour toi de savoir faire tes lacets, qu'est-ce que c'est pour moi? Enfin, il faut qu'on se mette d'accord. Et puis, quel est l'intérêt d'utiliser ce genre d'outil en recherche, en rééducation? Ça permet d'utiliser un outil construit qui est validé et qui est individualisé, adapté à la personne. Donc, pour vous donner des petits exemples. Et aussi, j'ai un peu anticipé, mais quand je dis pourquoi un objectif précis, c'est pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et le patient, et la personne, et le thérapeute qui va l'accompagner, et la personne et les parents, et le chercheur. Parce que si on fait un truc très vague, on ne va pas trop savoir quand est-ce que l'objectif est atteint. Ça, c'était juste une petite... c'est tiré d'une étude où le test du Purdue, ça n'a rien à voir, c'est une test dextérité manuelle. Et ils avaient fait 2 groupes où, dans le groupe 1, la consigne, c'était vas-y, fais de ton mieux, essaye de faire de ton mieux. Et puis, le groupe 2, c'était essaie de mettre 20 secondes de moins que le patient d'avant. Et en fait, quand on a un objectif précis, donc ils se sont rendus compte que dans le groupe 2, les résultats étaient nettement meilleurs. C'était plus précis, ils savaient où ils allaient, ils savaient quel était l'objectif à atteindre. Donc, évidemment, ils avaient des meilleurs résultats. Donc, nous, je reviens à l'échelle GAS, ça nous permettait d'avoir des objectifs pertinents, signifiants, qui ont été établis par la personne et qui ont été traduits en objectifs clairs, précis et mesurables. Si je donne un exemple qu'on a eu pas mal de fois dans l'étude, c'était... on fait l'entretien de la MCRO, on réfléchit avec le jeune sur les occupations problématiques, et puis il y a j'aimerais savoir faire du vélo. Ok, faire du vélo. Alors faire du vélo,
Ça veut dire quoi? C'est très très vague, faire du vélo. Est-ce que c'est faire du vélo avec des roulettes? Est-ce que c'est faire du vélo juste sur un environnement sécurisé avec personne autour, sans distracteur, avec l'ergothérapeute qui court à côté sur 10 mètres, en ligne droite par exemple, ou si c'est au contraire, je veux faire du vélo et traverser la place de la Concorde. Il y a un petit gap entre les deux. Donc si on a un objectif qui est juste faire du vélo, ben on va encore une fois pas trop savoir où aller. Donc il va falloir réfléchir à des objectifs précis. Là, ça pourrait être le niveau 0 de la GAS, faire du vélo classique sur 10 mètres, en ligne droite, sur une piste cyclable. Et en fait, voilà, la GAS, ça nous permet d'avoir une méthode rigoureuse pour avoir des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Et adaptés à la personne. On a parlé de SMART ce matin. Oui, c'est pour ça. Ouais. Il nous reste 20 minutes. Oui. Il faudrait un petit temps de questions à la fin. D'accord. Oh, ça va le faire. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça, c'est l'exemple qu'on a pu avoir dans l'étude d'une GAS qui est bien écrite ou bien décrite chez une jeune fille qui présentait une hémiplégie suite à un AVC avec des troubles fonctionnalisés, qui avait comme objectif général de pouvoir être plus performante dans ses activités de loisirs. Et puis finalement, quand on discute avec elle, on se dit, il en ressort l'objectif qui est plus précis, c'est j'aimerais bien réussir à faire une queue de cheval à ma Barbie. Donc très individualisé. Si on n'avait pas eu ce temps d'échange, je n'aurais jamais sorti cet objectif de rééducation, évidemment. Et donc, vous voyez que si on regarde un petit peu, tous les niveaux sont, entre guillemets, bien décrits parce qu'il y a plein de facteurs pour avoir des passages de niveau qui sont équivalents. Il n'y a qu'un élément qui change quand on passe d'un niveau à un autre niveau. Le niveau 0, on sait qu'il n'est pas complètement utopique, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est bien écrit, qui suit bien la... Encore une fois, c'est pour montrer qu'il faut être bien méthodique. Et puis, il se pose vite des questions quand on est dans l'individuel, des questions qui sont plus complexes que faire du vélo ou encore faire une queue de cheval à ma Barbie. Par exemple, j'avais un jeune ado, 16 ans, dont un des objectifs, c'était s'essuyer aux toilettes. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Déjà, comment on va mettre en situation la personne tout en respectant son intimité, etc. Comment concrètement objectiver l'atteinte de cet objectif, c'est quand même un peu compliqué. Donc on s'est longuement creusé la tête et puis avoir une situation de mesure qui est quand même très très proche de la réalité tout en respectant la personne, etc. Donc on a longuement réfléchi, mais en gros on a fait une situation fictive où le jeune était en maillot de bain. Avec en plus c'était s'essuyer aux toilettes selon le rite musulman, donc il y a une histoire de prendre une bouteille d'eau, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc on a longuement réfléchi, mais c'était donc le jeune était en maillot de bain avec du Nutella, voilà, je vous laisse imaginer le reste. Et puis on mesurait finalement le fait qu'il n'y avait plus de traces de sel sur le papier toilette. Mais ça demande un peu de réflexion sur des choses qui touchent à l'intime et qui sont vraiment individualisées. Et puis, il se pose la question, forcément, quand on commence à réfléchir sur des objectifs individualisés, même si on est méthodique, même si la GAS, il y a tout un protocole pour l'élaborer, on se heurte parfois à des situations qu'on n'avait pas envisagées quand le sujet, par exemple, il sort du protocole. Justement, l'exemple de l'objectif faire du vélo. Alors là, c'est pas un objectif SMART, on l'a fait court, mais on l'avait décrit comme disant là pour ce jeune que le niveau 0, c'était le fait donc l'objectif à atteindre, c'était de monter sur le vélo seul, appuyer sur une pédale placée à mi-pédalier pour amorcer le déplacement. Vous voyez, c'était un objectif assez restreint, mais qui correspondait à ce jeune-là. Et puis on s'est rendu compte en fait que dans les stratégies qu'il a mis en place, à aucun moment il a été mettre la pédale à mi-pédalier
pour positionner son pied et amorcer le déplacement. Il a réussi à faire du vélo, mais en utilisant une autre stratégie. Ah, comment on fait à ce moment-là? Il sort du protocole, pour autant, cliniquement, on voit bien que l'objectif il est atteint, qu'il a progressé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous auriez des idées de ce qu'on peut faire, ce qui est acceptable ou pas? On reprend dans les problématiques de l'étude pilote qui va vous montrer que vous n'avez pas bien posé les questions et que les gens ne comprennent pas les questions. Hein. C'est un peu ça, hein, d'accord? C'est l'expérience du terrain. Il faut s'adapter. Vous auriez une idée? Est-ce qu'on peut pondérer dans les résultats, dans la présentation des résultats? On pourrait. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est c'était des personnes extérieures à l'étude qui étaient aveugles, qui cotaient sur vidéo, en fait, les objectifs. Et en fait, on s'est réunis avec ces personnes-là pour obtenir un consensus en disant oui, effectivement, cliniquement, il ne met jamais la pédale à mi-pédalier pour amorcer le déplacement. Mais est-ce que on pourrait considérer qu'en fait, il atteint quand même l'objectif, même s'il n'a pas mis en place cette stratégie? Et voilà, c'est une discussion en fait entre les personnes qui ont établi la GAS, les personnes qui ont suivi le jeune en séance de rééducation et les personnes qui ont coté a posteriori les GAS pour arriver à un consensus. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui sera documenté et ça sera écrit noir sur blanc que dans les limites de l'étude, il y a certaines GAS qui n'ont pas été écrites de manière optimale. Et on s'améliore avec l'expérience. C'est aussi comme ça parce que là, on est sur de la mesure individualisée. Oui. C'est sûr que si vous êtes sur un outil qui est standardisé, vous n'allez pas le refaire chaque fois qu'il y a un truc qui va pas Non, bien, quoi. c'est sûr. Puis là, on est sur un nombre assez restreint de patients. Mais comme je disais, il y a 12 patients et en fait, ils étaient répartis en 3 groupes. Donc, il y a 4 premiers patients qui ont fait tout le protocole. On a enchaîné sur un deuxième train de patients et sur le troisième. Et ça, c'est un jeune qui faisait partie du premier train de patients. Et on a fait moins d'erreurs comme ça sur les deuxième et troisième trains de patients. Mais c'est toujours un peu... Voilà. Et on ne peut pas tout maîtriser. Donc on revient sur une partie on va dire un peu générale. Hein. Donc, mesurer la fiabilité. Il y a à la fois on va dire, un aspect statistique sur lequel on ne va pas insister, mais plus sur l'aspect de robustesse aux conditions de passation. Donc c'est effectivement repasser le questionnaire en situation stable. Donc, on devrait obtenir les mêmes résultats. S'il y a un aspect d'interprétation, de cotation par exemple par un tiers, on va faire passer le questionnaire par ce qu'on appelle des juges, différents cotateurs. On va regarder s'ils donnent des résultats qui sont cohérents ou au contraire discordants. Le but, c'est effectivement de limiter le plus possible les erreurs aléatoires, on va dire le bruit de fond, hein, de façon à isoler les variations qui sont liées au sujet ou au phénomène qui nous intéresse dans le sujet. Donc il y a aussi la capacité à séparer ceux qui vont bien de ceux qui vont mal, et puis la capacité à suivre les évolutions du sujet, en espérant donc que l'évolution de l'outil de mesure sera parallèle avec l'évolution du sujet. Donc, schématiquement, hein, c'est faire évaluer les mêmes individus par 2 ou plusieurs juges, cotateurs, interprétateurs, etc. différents, et on va regarder en quoi les réponses concordent ou discordent. Et ça va se traduire par un coefficient. Bon, on va passer sur le nom du coefficient, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut voir, c'est comme des coefficients qu'on appelle de corrélation, hein, ça va de -1 à +1. Quand ça vaut 0, ça veut dire que les gens discordent complètement, ça ne concorde pas du tout. Quand c'est 1, ils concordent parfaitement. Ce qui est intéressant, ça veut dire que vous pouvez être suivi par différents praticiens. D'accord ? Si vous trouvent une différence dans votre mesure, ça veut dire que c'est votre personnalité qui a changé et ce n'est pas le résultat d'un changement de mesure par le mesureur. C'est important cet aspect. Bien sûr, si c'est -1, ils sont complètement à l'opposé, donc à la limite, il suffit de le retourner. Voilà. Donc on construit comme ça des études expérimentales, et moi j'avais bossé avec des rhumatologues qui faisaient mesuraient l'intérêt de l'échographie pour apprécier
des rhumatismes inflammatoires. Donc, on se réunissait dans un hôtel parisien, on invitait une dizaine de patients, et puis il y avait une dizaine de rhumatologues qui passaient tous sur les mêmes personnes et allaient mesurer, enfin, prendre une image échographique des articulations, et on regardait si ça concordait ou pas. Et bon, on sait que l'écho, c'est assez opérateur dépendant, et effectivement, ça se vérifie. Hein. On voit bien que quand on les fait travailler sur des images, sur des diapos, ils arrivent assez facilement à se mettre d'accord sur les caractéristiques qui vont leur faire dire là c'est très inflammé, là il y a de l'érosion, là c'est distendu ou je sais pas quoi. Hein. Formellement, ils arrivent à définir les choses. Et lorsqu'il faut faire la mesure, un deuxième facteur de variation qui joue, c'est que c'est la position de la sonde. Hein. D'accord ? Donc ça rajoute de la variabilité. Donc il faut faire beaucoup d'exercices de ce type-là pour arriver finalement à des mesures qui soient consensuelles, de façon à ce que les gens soient pris en charge de la même façon lorsqu'ils passent d'un thérapeute à l'autre, d'accord ? Mais aussi que le même thérapeute puisse apprécier une évolution du sujet et ne pas la rapporter à une variation de son outil de mesure. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'on a vu une différence qu'elle est forcément importante. Hein. Donc, faut savoir interpréter, notamment dans les questionnaires, il faut savoir interpréter le score, hein, ou le résultat qui a été obtenu. Par exemple, dans les mesurer la douleur avec une VA, est-ce que vous avez une notion du seuil à partir duquel les gens ont vraiment mal? Est-ce que c'est à partir de 1 qu'on a vraiment mal? Est-ce que c'est à partir de 8? Vous avez une idée là-dessus? On m'a dit des trucs. On vous a pas dit les mêmes, apparemment. Moi, j'avais la notion qu'à partir de 4, ça commençait à être sérieux. Quand même, bon, voilà. Hein. Alors, comment on arrive à ça? C'est parce qu'on a fait faire passer le VA, puis après, on a demandé aux gens comment ils allaient, quoi. Donc, on a essayé de mettre en correspondance la mesure avec le ressenti de la personne. Hein. C'est plus ou moins facile à faire. Hein. Donc, il y a différentes techniques pour faire ça. Et ça va permettre d'obtenir ce qu'on appelle la différence minimale importante. Tout à l'heure, je vous disais, la différence, c'est 0,1 mm de mercure. C'est pas une différence intéressante, 0,1 mm de mercure. Par exemple, si la douleur passe de 4 à 3,6, est-ce que c'est important ou pas? Ou est-ce que c'est du bruit? Encore une fois, j'ai la notion qu'il faut au moins que ça bouge de 1,5 ou 2 pour qu'il y ait un bénéfice. Je crois que c'est 30% en fait. Hein? Je crois même que c'est 30% pour la douleur. Bon, voilà. Pour qu'un traitement soit clair. Voilà, mais je veux dire, c'est tout, on va dire, l'expérience qui a été écumulée sur des passages de VA, ça fait quand même un certain paquet d'années qu'on en fait, hein, qui a permis d'interpréter le 0 à 10. Hein, d'accord? Donc, aller pondre une VA sur n'importe quoi, derrière, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Hein, d'accord? C'est important d'avoir cette traduction en termes cliniques en disant, là, quand même, ça devient sérieux, quoi. Voilà. Et sur la façon dont elle est administrée. Hein? Et je dis sur la façon dont elle est administrée. Oui, aussi. Ah oui, c'était un exemple de la sensibilité au changement. Voilà. Quand les gens changent. Ouais, et puis, voilà, est-ce que votre outil est suffisamment sensible aux petits changements? Si on prend l'exemple de la GAS, alors ça, c'est une autre étude qui avait utilisé cette échelle dans le traitement de la spasticité après injection de toxine botulique. Et ils avaient utilisé dans le même groupe l'échelle GAS, donc voilà, les objectifs individualisés, et l'échelle d'Ashworth, qui est une échelle classique de mesure de la spasticité. Ça va de 0, il n'y a pas du tout de spasticité, à 4, on a une très très grosse hypertonie. Et puis, vous voyez que donc ils faisaient la mesure à la semaine 0, à la semaine 8, à la semaine 20, après injection de toxine. Et puis, vous voyez que dans l'échelle d'Ashworth, eh bien, on a quelque chose qui est stable entre la semaine 8 et la semaine 20, donc pas de changement détecté. Et puis, quand on utilise l'échelle GAS, eh bien, vous voyez qu'on a une sensibilité au changement qui est plus importante, puisqu'il y a un changement qui est détecté entre la semaine 8 et la semaine 20. Donc, c'est aussi important d'avoir en tête, d'avoir un outil suffisamment fin pour discriminer des changements les plus fins. D'une façon générale, ce qui est plus spécifique va être plus
plus sensible au changement. Hein. Que quelque chose de Parce très que là, général. c'est comme les échelles de qualité de vie génériques, elles ne bougent pas beaucoup. Hein, donc les échelles de qualité de vie spécifiques sont plus sensibles et vont plus suivre les évolutions du sujet. Et puis probablement que peut-être l'aspect que prenait en compte la GAS, ici, il était noyé dans tout un paquet d'autres questions qui, elles, ne bougeaient pas. Ça peut aussi être ça. Bon, donc en gros, on a terminé notre partie. Donc, soit vous avez des questions, soit vous avez des petits... On a des petits... Ouais, ça, tests, on peut y passer. Comme ça, forcément. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est compliqué? Hein? C'est compliqué. Quand on est novice, quand on s'y met... C'est lourd. Ouais, honnêtement, c'est lourd. Ah, ça se fait pas sur un coin de table. Voilà, ça, c'est clair. Même avant, quand vous avez l'idée, il faut aller voir un méthodologiste. Oui. Il faut faire une littérature. Je vais vous passer ma carte. Je prends pas cher. Et il y a des méthodologistes spécifiques. Enfin, voilà. Aussi. En plus, il y en a qui Oui, sont... non, mais c'est clair. C'est un vrai boulot. C'est vraiment pas ça. Toute cette réflexion qu'on montre avec la GAS, etc., nous, on a été aidés dans cette démarche par Philippe qui a... Oui, et Agatha. Ouais, voilà. Mais il y a... Ouais, on s'est entouré, quoi. Ouais. Mais gardez en tête que c'est une recherche à part entière. Donc, de toute façon, c'est publiable. Puis même, c'est bien de publier quand on fait des questionnaires ou quand on fait des travaux, parce que ça donne en plus à diffuser à la communauté d'une part, puis après, ça peut être utilisé derrière, continuer à être amélioré, etc. Donc, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'outils, un petit peu en dehors de leur c'est pourquoi ils ont été le Zarit, je crois qu'au début c'était pour les familles, bon, c'est le fardeau de l'aidant, le Zarit. Je ne sais plus pour quelle pathologie c'était, mais c'était pas pour l'Alzheimer. Je crois que c'était pour le cancer. C'était pour la maladie d'Alzheimer. C'était l'Alzheimer ou bon, on le retrouve pour le cancer. Enfin bon, les gens se l'ont approprié. Bon, alors c'est devenu un peu une habitude. On n'est pas sûr que ça fonctionne vraiment bien. Hein. Il y a des tas de trucs qui ont été traduits vite fait et puis qu'on continue à utiliser. Il y a les versions canadiennes qu'on a achetées, qu'on a gardées toutes faites. Heureusement qu'il y a les Canadiens quand même. Il faut dire, c'est pour le coup, on a du bon. Parce que la difficulté, c'est que quand vous avez déposé votre projet, vous dites on veut utiliser le questionnaire machin, de façon très facile, malheureusement, d'écarter le projet en disant mais l'échelle n'est pas validée en français. Ah bon, au revoir. Dommage, hein, c'est comme ça. Quoi. Vu que le jury ne cherche que des raisons d'éliminer le projet. C'est salaud. Et dans un protocole, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, on doit dire dans quel contexte on va l'utiliser, comment on va l'utiliser, le score, comment on va le calculer, etc. Toutes les qualités de fiabilité, de validité, de reproductibilité, on doit les énoncer parce que si on ne le fait pas, on ne donne pas toutes les clés à l'évaluateur pour qu'il puisse se prononcer. Donc, alors, la difficulté, c'est de trouver des publications en français. Il y en a assez souvent quand même dans les annales de réadaptation, de médecine physique, la réadaptation, il y en avait dedans. Il y en avait dans la revue d'épidémie de santé publique, en français aussi encore. Malheureusement, très souvent, c'est en anglais, donc ça pose un petit peu un problème. Il y a l'équipe de Marseille qui a fait, enfin, son terme, on voit un peu le spectre en France. Il y a une équipe de Marseille qui fait beaucoup de choses sur la qualité de vie, c'est Pascal Auquier, qui fait beaucoup de choses. À Nantes aussi, donc c'est eux qui ont fait l'étude Orsosa, sur le centre d'épidémio de Villejuif aussi, il y a des gens qui bossent là-dessus. Donc, même pour une référence, moi je vais dire, c'est pas un truc qu'on fait facilement, il faut s'y remettre. C'est quand même assez compliqué. Il y a un petit ouvrage. Il y a un petit ouvrage qui existe de Bruno Felzar sur par exemple, la mesure subjective qui est très facile à lire, un petit agrégé rouge. Il n'est pas très cher, mais ça permet de bien débuter, se faire une bonne tête déjà sur ce que doit avoir comme vous pouvez écrire un questionnaire. Donc si vous cherchez une référence, Bruno Felzar, alors ça c'est pas la petite version, je crois que ça doit être la grosse version.
Sans ça, donc, il y a ces deux personnes-là qui ont beaucoup bossé sur la qualité de vie. Après, là, on est plus sur des problèmes de stats. Voilà. Et ça veut dire que, excusez-moi, je me permets là. Ouais, au fur et à mesure que la recherche paramédicale, la recherche médicale avance, est-ce qu'on est vous êtes de plus en plus meilleur ou de plus en plus précis dans vos travaux? Moi, je m'en Non, mais est-ce qu'on a des recherches de plus en plus... Après, on voit des choses de plus en plus ambitieuses, oui. Ça c'est clair. Ah oui. On voit des choses de plus en plus ambitieuses. Et de plus en plus adaptées à... Oui, si, je pense quand Mais je même. veux dire, mais même des questions, entre guillemets, on va dire bas de gamme, parce que c'est méchant, mais je veux dire basique. Hein. Finalement, là, est-ce que j'agite, qu'est-ce que je mets d'abord? C'est une question vraiment de terrain basique. Ça a été traité d'une façon exemplaire. Il y a 2 ans, on a fait un truc avec les Pontoise sur est-ce qu'on pourrait faire un prélèvement sans garrot. C'est une question un peu, entre guillemets, bas de gamme. Bon, on peut construire un protocole et le but, c'est correctement mesurer l'effet qui nous intéresse et d'écarter tous les facteurs perturbants. Hein. Là, il n'y a pas de son métier, il n'y a pas de question sotte à partir du moment où ça répond à une problématique de terrain. Et voilà, hein. Donc, faut pas avoir. Puis l'utilisation. Le sujet, c'était voilà, comment construire un outil, mais au-delà de construire un outil, il y a aussi tout le protocole qui est autour. Est-ce que s'il ne tient pas la route, c'est aussi, ça va moins bien fonctionner. Et je trouve, je ne sais pas, ces dernières années, en tout cas, dans le champ que je maîtrise à peu près, l'ergothérapie, je trouve qu'il y a plein de choses pour le coup qui se mettent en place avec des protocoles qui tiennent la route, avec des outils qui sont utilisés qui tiennent la route, enfin, des designs d'études qui sont plus, voilà, plus aboutis. Mais après, c'est complètement subjectif ce que je dis. Non, mais je reprends l'exemple de Garot. Je veux dire, bon, on l'a eu PHRP au bout de la 2e année, mais on a vraiment très bien bossé ensemble, on a échangé, enfin, on s'est posé des questions, enfin, on trouvait ça plutôt sympathique. Elle, j'espère aussi. Mais effectivement, il y a cet aspect, je pense, d'intérêt pour son travail et qui est aussi un bénéfice secondaire, une retombée qui n'était pas la retombée principale du projet de recherche. Le fait de s'intéresser à ce qu'on fait. Je sais bien que vous êtes tous très occupés. Moi, à la limite, j'ai que ça à faire. Mais moi, je considère que ce n'est pas du temps perdu. Voilà. Pas du temps perdu. Ça vous sort un petit peu du quotidien, si vous pouvez, bien sûr, pas de disponibilité. Ça permet de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à ce qu'on fait. Même si on n'a pas le projet, je pense qu'on n'a pas perdu son temps. On va conclure là-dessus, parce que vu l'heure, là. On vous remercie en tout cas, et puis merci aux intervenants vraiment en tout cas, j'espère qu'on a envie de construire.